Donc, les questions de moralité ou les scrupules, ben, on n'en a pas. Et pourtant, le boulot qu'on fait, c'est un boulot qui est franchement dégueulasse quand même. Hein. Ah, ça, j'en sais quelque chose. Bon, alors, je n'ai pas besoin de vous le démontrer, mais nous sommes des gentlemen en costume cravate, mais qui sont des salopards hein, à l'intérieur. Vous êtes François Varou, vous avez écrit le livre avec Sergueï Girnov. Sergueï Girnov avait la non-élégance de ne pas venir. Je vais en dire quelque chose, hein. Mais présentez-vous. Vous m'avez dit que vous ne voulez pas vous présenter comme un espion. Alors, je suis Saint-Cyrien d'origine, c'est comme ça, c'est déjà pas mal. Donc vous êtes militaire. J'étais militaire, parce que j'ai pris ma retraite, bien sûr. Et donc j'ai fait Saint-Cyr, j'ai commandé une compagnie. Saint-Cyr, c'est pas une école pour majorette, hein. C'est un truc physiquement... intellectuellement, enfin tout moralement, c'est une école qui se tient, hein, c'est militaire. Et quand j'étais capitaine, je commandais une compagnie, environ 100 hommes et 20 sous-officiers. Et j'avais le sentiment, mais c'est plus que sentiment, je m'ennuyais. Parce qu'il y avait une certaine routine quand même. J'étais à Saint-Germain-en-Laye, on faisait des exercices, bon, le service militaire existait encore, hein. Voilà, mais c'était pas prenant, enfin, de mon point de vue, bien sûr. J'avais 2 officiers avec moi qui m'aidaient dans mon travail. Et puis un jour, je vois passer une note de service, on appelle cela comme ça, note de service, qui invitait les jeunes commandants et les capitaines, commandants de compagnie, à faire un tour, en tout cas à visiter le SDEC, c'était le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Voilà. Donc ça m'a interpellé et je me suis inscrit pour cette... Alors mon supérieur a vu ça d'un mauvais œil parce qu'il m'a dit « Oh là là, le père Varou, il va se faire encore embrigader là-dedans. » Et c'est ce qui est arrivé parce que j'étais vraiment très intéressé par cette visite et à mon retour, j'ai fait une demande d'intégration au SDEC, SDE-CE, qui a été acceptée facilement au bout de 6 mois, parce que pendant les 6 mois, je l'ai su après, on interroge les familles, on regarde si je n'ai pas eu de relation, même vocale, enfin, de relation d'amitié avec un Russe ou une Russe, c'était rédhibitoire. On ne pouvait pas rentrer à la DGSE si on avait eu une quelconque relation avec un communiste. C'est tout à fait réciproque. C'était notre ennemi, mais je rigole parce que maintenant, avec Sergueï Girnov, on s'amuse parce que c'est un très... Non, mais ce qui est surtout ridicule, c'est que la France, à cette époque, était complètement coco. Ben oui. Et faisait la propagande de l'Union soviétique, qui était un pays complètement coco, quand même pas, je pense pas. Mais le jour où Mitterrand a pris ses ministres communistes, ça fait un certain... Oui, mais vous, Saint-Cyr, c'était pas à l'époque de Mitterrand, c'était avant. Ah mais ça existe toujours, Saint-Cyr. Non mais je comprends. Oui, non mais vous, c'était vous pouviez pas avoir des... Tout à fait. Donc c'est là où je trouve que c'est cynique et contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté vous pouviez pas avoir des relations avec les Russes et d'autre part toute la France intellectuelle. Qu'il y en avait, voilà, c'est ça le problème quoi. Et ça se savait. Bon, enfin, moi, j'étais clean de ce côté-là. Oui. Donc, je suis rentré. Mais est-ce que vous aviez eu une formation? Parce qu'en Russie, on forme. Mais tel que je sache, les services secrets français n'ont pas d'école. Non, mais alors, je vais en venir à la formation. Oui, quand on rentre, quand on a été accepté à l'époque, c'était le SDEC. Maintenant, c'est la DGSE. Donc, quand on a été accepté pour entrer dans cette institution ou formation, organisme, là, on est formé pendant une année quand même. Je réponds à vos questions. On est formé.
Et on vous apprend quoi? Eh bien alors, le premier jour, on commence par vous faire une dictée. Je me dis, c'est pas possible. Une dictée, je sais faire. Et puis, on faisait des synthèses aussi, pas mal de français. La synthèse, ça sert beaucoup, vous savez. Dictée en quelle langue? En français, Ah oui, bon. en français. Mais la synthèse, ça sert beaucoup, surtout dans nos comptes rendus, hein, parce qu'ils peuvent durer une journée ou 2 journées. Il faut, sur une feuille 21-27, résumer tout ce qu'on a fait. Hein. Bon, et ça s'apprend. Mais des synthèses, alors justement, j'en avais fait avant, en prépa, des synthèses. Hein, c'était même une comment dirais-je, un exercice qui était coté, enfin, à l'examen ou au concours. Donc, vous voyez, je revenais en classe, quoi. J'étais capitaine, je me dis, mais dans quel truc je rentre, quoi. Hein. Mais alors, il n'y a pas que ça. Ça, c'est ce qui m'avait frappé. Mais surtout, on apprend à faire des filatures, on fait beaucoup de psycho, on fait des études de cas, et puis on apprend aussi les fameux gadgets dont on parle, mais qu'on n'utilise pas, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai fait un stage de 3 mois au service action, qui est le bras armé du SDEC à l'époque. Voilà, alors, donc, formation d'1 année. On apprend tout ça. Et on apprend aussi, quand on a été accepté pour cela, à devenir officier traitant. C'est-à-dire que on travaille sur un pays. Moi, j'ai travaillé sur l'Éthiopie, que je connaissais vraiment très, très bien, et le Pakistan. Et je suis allé dans ces 2 pays. Voilà, pour manipuler des agents ou des sources, ce qu'on appelle. Et ce sont ces personnes-là qui vont sur les lieux où il y a de l'information à voler, en fin de compte. Hein, c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'on manipule. Et alors, on apprend pendant la formation à manipuler ces sources. C'est-à-dire manipuler, les avoir dans la main. Hein. C'est-à-dire qu'on fait avec elles ce qu'on veut. C'est terrible ce que je dis. Et je reviens sur la question de moralité, qui m'a été posée d'ailleurs. Est-ce que vous avez des scrupules? Non. Parce que vous n'avez pas de morale. Mais si, j'ai une certaine morale. Mais quand je suis en guerre, parce que pour moi, on est toujours en guerre, on va pour simplifier économique, hein, tous les pays sont en guerre entre eux, eh bien, il n'y a pas de moralité quand on vous apprend. Mais est-ce qu'on peut être en guerre contre son propre citoyen? Par exemple, votre co-auteur, Sergueï Girnov, il est en guerre contre ses propres citoyens. Lui, il a un problème. Non, on ne peut pas être en guerre. Il a beaucoup de problèmes. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il non, alors je réponds à votre question. On ne peut pas être en guerre contre ses propres citoyens. Et d'ailleurs, je me suis toujours interdit de surveiller les Français quand j'étais à l'étranger. Et on me l'a demandé une fois. J'ai accepté, mais je n'ai pas fait. Hein. Vous êtes maso? Pourquoi vous avez écrit ce livre? Surtout avec quelqu'un qui non seulement est de KGB, mais qui en plus est Non, c'est pas Majo, ça m'intéresse beaucoup. Non, au contraire, c'est de toute façon, on aime bien parler, vous savez, on aime bien raconter. D'ailleurs, normalement, vous devrez vous taire si vous êtes. Mais je ne suis pas astreint au devoir de réserve. Je ne suis pas en activité. Vous voyez ce qui se passe avec les militaires actuellement. Non, mais c'est pas grave. Vous voyez ce qui se passe avec les militaires qui, eux, sont en réserve, et pourtant, le gouvernement n'est pas content de ce qui se passe. Non. Mais quand j'étais allé, je me suis jamais intéressé à la politique intérieure de la France. Par contre, oui. Mais non, mais pourquoi? C'est pas notre rôle de surveiller. Sont tellement mauvais en France que vous devriez peut-être. D'ailleurs, ça c'est le rôle de la DST ou de la DGSI. Ça c'est le rôle de la DGSI maintenant. Non, je me suis complètement interdit à faire ça. Mon rôle c'était mon champ d'application, c'était les pays étrangers, les étrangers, autrement dit. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que la finalité, retourner quelqu'un pour qu'il trahisse son pays, franchement, c'est pas beau, quoi. Hein. Ben alors, pourquoi vous l'avez choisi? Oui, il vous a choisi, vous avez accepté de coécrire un livre avec... Alors, coécrire, parce que nous nous sommes rencontrés d'une façon tout à fait opportune, mais c'est pas moi qui l'ai voulu, c'était comme ça. Un jour, il y a Antenne 2 qui me téléphone, mais je pense que c'est venu par le biais de l'éditeur, Louis de Mareuil. Qui me téléphone, est-ce que ça vous... C'était Faustine Bollaert, mais peut-être une de ses collègues, me téléphone en me disant, est-ce que ça vous dirait de participer à l'émission « Ça commence aujourd'hui ». C'est CA, hein, ça s'appelle. Je dis, mais bien sûr. Et je ne savais pas que Sergueï était aussi invité. Et on se retrouvait là.
Mais on a vraiment sympathisé quasiment tout de suite. C'est pareil. Vous savez, on était loin, on a reçu exactement la même formation. C'est ça qui est rigolo. Là, on a la même pensée, on a la même façon de voir les choses. Et souvent... Mais c'est désespérant, vous savez ce que vous dites. Pourquoi? Parce que la Russie du KGB, c'est quand même une erreur. Et mais vous savez, un Français d'un pays qui prétend être démocratique me dit que vous pensez exactement comme eux, moi ça me désespère parce que j'ai fui la Russie, enfin j'ai émigré de la Russie et aujourd'hui où voulez-vous que j'aille si c'est pareil. Vous êtes en France qui est un beau pays. Oui bien sûr, mais si les gens pensent pareil que les gens de KGB, c'est comme désespérant. Non, oui, mais on est dans la sphère d'un métier, là. C'est une profession. Oui, c'est tout à fait... Ah non, c'est tout à fait différent. Hein. Je vous dois la confidence, parce que sinon, vous n'allez pas me comprendre. Mon père était de Grou. Du GRU. Oui. Et il travaillait dans une équipe... il était diplomate dans les années 70 et il était dans le groupe de sciences techniques. Donc vous comprenez que j'ai passé mon adolescence et mon enfance à rouler dans la voiture, à faire semblant de chercher les bases militaires quand on allait en Normandie et tout. Et moi, j'avais 11, 12, 10 ans. Je comprenais très bien ce qu'il fait, que ça ne sert à rien, parce que c'était complètement idiot. On était suivi par une voiture. J'ai aucune espèce de sublimation de votre profession, parce que je sais que c'est très con. Je sais que ma mère et moi étaient obligés de, quand on nous posait la question, c'est quoi votre adresse, comme mon père m'a dit, si jamais on te demande ton adresse, il ne faut pas que tu dises, tu dis tu sais pas. Vous savez, quand on dit à un enfant, quand j'ai vu ma mère dans la réunion des parents et puis la principale de la classe demande « Madame Turine, pouvez-vous dire l'adresse Boscovite où vous habitez ?» Je ne sais pas pourquoi elle a demandé ça, elle demandait ça à tout le monde. Ma mère a dit « Je ne sais pas ». Mais elle était une idiote. Donc je sais qu'être femme d'un espion, être fille d'un espion, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. C'est idiot, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Votre service et le service de KGB, vous vous réunissez pour faire un livre. Vous ne pouvez pas dire que enfin, vous le dites quand même, vous êtes un peu écœuré de voir que j'affectionne un peu la relation que j'ai avec Sergueï. Bon, c'est la première fois que je rencontre un Russe comme ça, moi. Et dans mon métier, j'en ai jamais rencontré. Et la seule fois où j'ai rencontré quelqu'un, je le raconte dans mon livre, je crois, ou le premier, que j'ai rencontré un officier traitant de la RDA, de la République démocratique allemande. Il était donc secrétaire d'ambassade comme moi, deuxième secrétaire. Et quand j'ai raconté ça dans un compte-rendu, car chaque fois qu'on rencontrait un futur agent, on rendait compte ici à la centrale, eh bien on m'a dit « Oh là là, arrêtez, vous êtes en train de vous faire manipuler ». C'était faux. Mon idée était justement de le manipuler, lui. Mais quand j'ai raconté que cette personne m'avait offert un disque, parce qu'on avait parlé ensemble de musique baroque, c'était du Bach. Oh, on m'a dit, là, ça y est, on lui a offert un cadeau, il va le remercier peut-être en disant des choses qu'il ne doit pas dire, etc. Alors on a eu peur, enfin quand je dis on, le service, et je n'ai pas... j'ai arrêté, bien sûr, j'ai arrêté. Je repose ma question parce que d'abord, Sergueï, non seulement il raconte des bobards sur la Russie, parce que par exemple, il dit qu'il travaillait à la télévision russe. Moi, je travaille à la télévision russe.
au même moment qu'il prétend travailler. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu. Et vous demandez à Moscou Natacha Turine, on vous dit oui. Lui, personne n'a vu. Personne ne connaît. Alors, si ces bobards passent en France, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie quelque chose dans les services secrets français? Ça, c'est une bonne question également. Je n'ai pas demandé l'autorisation d'écrire mon premier livre, celui-là. Mais je suis certain que ces 2 livres sont à la bibliothèque de la DGSE actuellement. Mais bien sûr, parce qu'il y a un côté didactique là-dedans que j'ai voulu, parce qu'on raconte les problèmes psychologiques d'un officier traitant face à ses sources. C'est évident. Je raconte tout ce que je peux, mais il n'y a rien de secret là-dedans. Tout ce que je dis, ça peut servir à des jeunes qui veulent rentrer justement dans les services spéciaux. Il y a quelque chose et c'est très bien qu'il ne soit pas là, il vous crache quand même pas mal dessus, ce Sergueï. Parce que quand il dit que les services secrets français sont tellement mauvais qu'on envoie en France que des moi je réponds quand même. Mais c'est très bien, mais répondez pour les... Je réponds quand même. On n'est pas si mauvais que ça. Ils sont tellement nombreux, évidemment, et nous on est tellement petits. Je dis peut-être, on est David contre Goliath, peut-être, mais c'est David qui a gagné quand même, qui a mis Goliath par terre. Non, mais Sergueï dit que la seule fois où les services secrets français ont fait une affaire, c'était quand le Russe a cafeté les siens. Et c'était la seule bataille que les Français ont gagnée. C'est-à-dire que... peut-être, mais alors je vais aller plus loin. Quand on connaît des affaires secrètes que la DGSE a initiées, évidemment, c'est que ça foirait quelque part. Mais quand on foire quelque chose, tout le monde le sait. Mais personne ne sait les choses qui réussissent. Attention, il faut bien se mettre ça dans la tête. Oui. Et voilà, donc, nous ne sommes pas inutiles. À quoi ça sert aujourd'hui? Les services secrets? Oui. Eh bien, ça sert par exemple dans les négociations. Quand vous vendez une centrale nucléaire aux Chinois, par exemple, plutôt aux Indiens, qui eux ont des petites centrales nucléaires. Et nous, on sait faire, par contre. Si on sait à l'avance ce que l'autre veut dire ou va dire, mais c'est tout gagné pour celui qui vend. Parce qu'il peut trouver le biais dans le raisonnement. Eh bien, ça a été le cas. Plusieurs fois, c'était le cas. Où on a pu vendre des centrales nucléaires facilement par rapport aux concurrents. Voilà. Alors, les concurrents, ça peut être les Indiens, d'ailleurs. Si Alstom était vendu aux Américains, c'est grâce à votre service qui était tellement mauvais. Non, ça c'est l'exemple, le contre-exemple. Non, c'est le contre-exemple. Il ne faut pas dire que c'est mauvais. Peut-être qu'on n'a pas su faire, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est comme ça qui va rester dans l'histoire des services secrets français. Pardon ? C'est comme ça qui va rester dans l'histoire des services secrets français, l'histoire d'Alstom. Oh, il n'y a pas que ça, je présume. Mais oui, mais bien sûr. Mais oui, mais il y a toujours des erreurs qui sont commises, vous savez. Mais ne pas oublier qu'on est en guerre permanente. C'est Clausewitz qui l'a dit. On est en guerre économique permanente. Par conséquent, si on est pour moi, et c'est ce que je pense, je suis en guerre quand j'étais en action, dans l'exercice de ma profession, je me disais que j'étais en guerre, oui, économique, j'ajoutais. Donc, je prends les armes qu'il faut. Et je me suis toujours battu, quel que soit l'adversaire, qu'il soit beau, méchant, etc., ou gentil. Voilà. Et je faisais tout pour attirer cet adversaire, pour le retourner. Vous savez, c'est pas un truc facile, ça. Et puis, on ne le crie pas sur tous les toits, cette affaire-là. C'est grave de dire ça, même. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'espionnez pas les gens de votre pays. Non, pas du tout. Mais c'est très connu que vous faites bon chic, bon genre. Mais c'est les Allemands qui espionnent pour vous et qui vous donnent des informations. En fait, tout ça, c'est très, très cynique. Mais oui, c'est cynique. Mais si on revient au problème de scrupules, de moralité, tout ce que vous voulez, si on est travaillé par ce cynisme que l'on condamne, eh bien, on ne le pratique pas nous-mêmes à ce moment-là. Et on ne fait plus notre métier. Notre métier, je le disais, on est des salopards. Une question un peu plus légère. C'est pas que moi qui suis désenchantée que ça me fait. C'est l'impression que ça me fait. Oui, mais vous aussi, parce que il y a tout un chapitre qui est consacré au fait que vous dites, contrairement à ce qu'on rêve,
James Bond, beau, bien habillé. Oui, là, je vous suis, oui. Dans les services secrets, en tout cas français, il n'y a pas de gadget, pas de sexe, pas de séduction. Oui, mais alors là, je peux répondre. Mais non, c'est pas triste. C'est le problème des médias et des films qui ont mis ça, qui ont fait des films et des médias pour aiguiser la curiosité des... Parce que dans les services spéciaux, il y a un côté secret. Et rien que le côté secret qui anime la curiosité, etc., ça crée des fantasmes. Et ces fantasmes s'alimentent eux-mêmes pour augmenter l'intérêt de la chose secrète. Oui, mais quand on vous lit, on n'a pas envie d'aller travailler dans vos mais je le dis parce que c'est ce que moi je ressens, effectivement. Mais je n'ai pas été désillusionné quand je suis entré dans les services spéciaux. Mais par contre, on apprend à faire des gadgets, mais on est loin d'être dans la peau de James Bond. Hein. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to raise the limit? I have no objections. On est loin de descendre un ravin avec une 2 chevaux, avec une pépée blonde à côté de soi et sortir de la 2 chevaux qui est complètement écrabouillé en costume cravate impeccable. Hein. Et je déconstruis cette image, cette idée-là. Oui, je le fais exprès, ça. C'est évident. Mais ça ne veut pas dire que... Vous savez, tous les matins, quand je me levais à l'étranger, j'étais heureux de participer au SDEC ou à la DGSE. J'étais heureux, très heureux. Parce que je faisais... Mais pourquoi s'il y avait même pas de jolie blonde à côté? Pardon? Même s'il n'y avait même pas de jolie blonde à côté, mais pourquoi vous étiez heureux? Mais il n'y a pas que les jolies blondes, il y a d'autres intérêts quand même dans les services spéciaux. On faisait quelque chose d'illégal. Payer quelqu'un pour qu'il trahisse, si vous trouvez que ce n'est pas le summum de l'illégalité, je ne sais pas... Enfin, pour moi, oui. Donc vous êtes un délinquant officialisé. Je vous ai dit que nous étions des salopards. Et d'ailleurs, Sergueï est tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce qui m'a attiré? C'est ça votre question. Mais c'est le risque d'être bien dans l'illégalité, en fait. C'est ça. Et en permanence. Le risque... Non, l'attitude de savoir qu'on va manipuler quelqu'un avec des moyens risqués. Hein. De faire des rencontres avec une source dans des situations délicates où on risque de se faire prendre par le contre-espionnage, c'est-à-dire par ceux qui nous espionnent de l'autre côté. Ben ça, c'est un risque, certes, calculé, qu'on apprend à prendre, mais qui n'est pas sans intérêt quand même. Quand vous travaillez sous légende, quand vous êtes sous légende, je peux expliquer ce que c'est que la légende. C'est pas la couverture, c'est différent. La légende, c'est... j'en sais, oui, j'étais... vous savez... j'en ai raconté. C'est avoir un métier, prendre un faux métier, l'exercer, etc. Mais quand vous êtes dans un pays étranger, que vous exercez un faux métier, il faut jouer son rôle, comme au théâtre d'ailleurs, hein. Mais c'est pas facile. Si vous jouez l'avare et que vous n'êtes pas crédible, vous êtes un mauvais acteur. Voilà. Bon, j'ai tout dit là. Bon. Mais sauf que l'avare, ça se joue pendant 1h30, 2 heures. Et là, la légende, ça peut se jouer, et c'est là où je reviens sur le bureau des légendes, ça ne se joue pas pendant un mois ou une année. Pour moi, la légende, c'est 1 semaine ou 15 jours, pas plus. Parce qu'on peut faire... On est pris par son métier, on peut commettre des erreurs. Et ça m'est arrivé d'ailleurs une fois. Ça m'est arrivé une fois de me tromper. Vous étiez mal formé, parce que j'en connais qui ont joué toute leur vie. Écoutez, peut-être, mais nous, on prenait beaucoup moins de risques. C'est-à-dire qu'on jouait la légende. Votre formation était d'1 an, c'est ça la différence. Mais déjà, mais donc on prenait moins de risques aussi, ou on prenait des risques calculés. Oui. Voilà, calculé. Moi, j'ai un camarade qui, quand il était à l'étranger, eh bien, il téléphonait souvent à son épouse et il a été pris la main dans le sac par le service adverse. Mais ça ne se fait pas, ça. Il téléphonait de l'hôtel, en plus. Alors, vous pensez que ça ne se fait pas. Vous savez, du moment où vous vendez des épurateurs d'air, ça me va. Quand c'est les bombes qui sautent, ça ne me va pas. Mon père, il était un très très bon tireur. Et quand Brejnev chassait avec Giscard, mon père était invité pour donner une impression à Brejnev de bien tirer. Il apportait des lapins avec un trou au milieu de la tête.
Ma mère ne savait pas comment faire. Du moment où c'est des lapins, ça me va. C'est le reste qui ne va pas. C'est-à-dire quand c'est les bombes, quand c'est... Mais oui, mais c'est voilà, grave, c'est très grave oui. de dire ça. Mais moi, j'ai pas fait un métier de rigolo, vous savez. Hein. Je sais, voilà. je sais. Oui. C'est grave. Mais et alors, la moralité dans tout ça, eh bien, il faut s'asseoir dessus. Hein, voilà. Mais c'est terrible ce que je dis, ça peut vous choquer peut-être. Pour vous dire la vérité, j'ai lu, et mon équipe va pas le contredire. J'étais peut-être un peu déplaisante à votre égard pendant la conversation, mais j'ai lu le livre avec beaucoup... j'étais plutôt agréablement surprise parce que j'ai trouvé que c'était... léger, c'était... mais oui, vraiment, voilà, il faut intéresser aussi. Hein. Puis mais le style est fluide, alors ça c'est important. Le style est fluide, il y a deux, trois trucs qui étaient, que je connaissais pas, et puis non, c'est une lecture plaisante devant la cheminée. Mais écoutez, il ne faut pas non plus être trop... Et puis, il y a aussi une chose, Sergueï a dit quelque chose qui m'a plu à propos de Poutine, parce que ici, en Occident, tout le monde dit « Ah, Poutine, grand espion, gna 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 ». Il était juste en Allemagne de l'Est. Enfin, l'Allemagne de l'Est, si Sergueï dit qu'en France, on n'envoyait que des cancres, tellement c'est facile de travailler en France. Alors l'Allemagne de l'Est, on y n'envoyait, mais même c'est même pas des cancres. Hein. C'est-à-dire que c'était une destination vraiment pas privée. Oui, enfin, je veux dire, il y a que la Bulgarie et puis l'Allemagne de l'Est. C'est même pas un cadeau de bonne destination pour un voyage. C'était une toute petite carotte, ce qui veut dire que jamais il n'était un bon espion. Poutine, ni un bon agent. Non, mais c'est pour ça que je dis, c'est la première fois où je lis un peu la vérité. C'était un petit mec des services secrets, juste un petit mec, et pas comme on le présente jusqu'à Arte. Oh là là, le grand service secret soviétique de la meilleure tradition. Donc ça m'a fait plaisir. Vous avez dit dans ce livre que comme vous n'avez pas les moyens des Russes, du coup, pour faire la désinformation, vous utilisez les journalistes. Bien sûr, bien sûr. Vous comprenez ce que vous dites ? Déjà, les journalistes en France, franchement, c'est un métier que je ne respecte pas parce qu'ils foutent rien, ils savent rien. Mais en plus, vous êtes en train de dire que les informations publiées par les journalistes peuvent être fausses grâce à vous. Mais bien sûr. Vous les envoyez aux abattoirs, les journalistes. Mais ceux qui risquent le plus, ce sont les agents, ce sont les sources qui risquent, à l'époque où la guillotine existait... Non, ceux qui risquent le plus, et d'être passés par les armes. C'est le pauvre citoyen français qui maintenant, non seulement il est désenchanté parce qu'il comprend qu'il n'y a pas de James Bond et qu'il n'y a pas de blonde et qu'il n'y a pas de sexe et même pas de rock'n'roll. Et aujourd'hui... grâce à vous, j'apprends que la presse, elle peut être fausse. Mais bien sûr, mais alors voilà, ça vous écœure. Mais c'est écœurant le métier que nous faisons. Et ces journalistes-là, je ne dis pas que tous les journalistes sont comme ça. Hein. Ils sont payés pour faire ça. Et ce sont des salopards, ces mecs-là. Mais ils trahissent le pays aussi, vous voyez. Mais ça se fait en France. Mais ça peut se faire aussi à l'étranger, bien sûr. Mais en France aussi, bien sûr. All right, let me explain something to you, Mr. Black. You know who I am, I know who you are. Perhaps. But appearances can be deceptive. Yeah.